depuis qu'Alture existe, on a lancé plus de 120 projets d'objets connectés. Donc, si on compte aussi les produits électroniques non connectés, ça fait encore plus. On connaît énormément le monde des startups, puisque on a vraiment mis notre brique au mur de la French Tech. On travaille avec des startups de l'IoT depuis 2007, depuis que l'IoT existe en fait. Et pour énormément de startups, donc de la French Tech. Bon, la plupart de nos clients start-upers d'ailleurs sont labellisés French Tech. Donc ça peut être vraiment tout type de produit, comme vous voyez là, il y a peut-être des noms qui vous parlent, mais ça peut être par exemple Bookino, qui est une liseuse pour les enfants, ça peut être ISKN, ça peut être 3D Roder, ça peut être le porte-monnaie électronique pour les enfants, ça peut être un aérateur de vin, ça peut être une serrure connectée, ça peut être un télescope connecté, ça peut être un instrument de musique. Et ça fait vraiment partie de notre ADN de travailler pour les startups. Déjà parce que chez nous, ça plaît beaucoup aux équipes et ça nous plaît beaucoup. C'est très souvent, on est sur des startups qui disruptent leur marché. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du télescope connecté, il y avait, c'est Unistellar, cette startup. Le monde du télescope, il y avait avant Unistellar et maintenant il y a après Unistellar. C'est vraiment des startups qui changent le paradigme de leur métier avec beaucoup d'innovation, de rupture et beaucoup de choses complexes. Et notre histoire avec ces startups, elle est passée du tout début en 2007 où le monde de l'objet connecté n'était pas encore un sujet grand public, c'était le tout début, c'était un monde de geeks et de technophiles où on pouvait se permettre de lancer un produit pas très bien fini et même les clients étaient assez contents de participer à l'amélioration du produit. C'était une époque où il n'y avait pas tout l'engouement qu'il y a eu quelques années après des VC sur le financement du hardware. Donc quand on voulait se faire financer, il fallait absolument avoir un produit qui marche. C'était assez compliqué. Et puis quelques années plus tard, ça a été le début de la French Tech. L'objet connecté est devenu un produit grand public. Alors là, c'était plus exigeant par contre, parce qu'il fallait arriver avec un produit qui fonctionnait, qui était déjà avec des apps et sur Android et sur smartphone. Par contre, au niveau des aspects de levée de fonds, c'était beaucoup plus simple puisqu'il y avait un vrai engouement. C'était l'époque où Google a racheté Nest pour 3 milliards de dollars et tous les VC et tous les fonds en amorçage se sont dit il faut absolument qu'on aille là-dedans. Donc il y a eu beaucoup de financement à cette époque-là, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs de start-up. Donc nous, on a tout vu, on a effectivement travaillé avec des startups qui ont bien marché. Donc là, pour parler de quelques success stories, par exemple, on a fait tous les produits de la société MyFox qui a été rachetée par Somfy et qui maintenant fait toute la gamme Somfy Protect. Toute l'équipe MyFox d'ailleurs est restée chez Somfy. Le patron de MyFox est devenu l'un des VP chez Somfy. Et tout leur... encore une fois, ça a été... on s'en rend moins compte maintenant parce que l'alarme connectée, c'est un produit qui est devenu grand public, mais à l'époque, ils ont aussi disrupté leur marché et des gens comme Somfy, qui à l'époque les regardaient un petit peu de haut, maintenant ne font plus que de l'alarme connectée. Il n'y a plus une seule alarme qui n'est pas connectée chez Somfy. Des startups comme ISKN, qui est une startup lyonnaise qui a fait plusieurs dizaines de milliers de produits. Donc là, c'est tablettes sur lesquelles on dessine avec un crayon normal sur un papier normal, mais ça numérise tout. On a Famoco, qui est un acteur majeur dans la transformation digitale. D'ailleurs, vous pouvez voir les bus Keolis à Orléans qui sont équipés de ces produits-là.
Et puis, par exemple, Unistellar, hein, donc, qui est une start-up qui fonctionne très très fort et qui a été rentable dès la première année par le fait qu'elle a vendu beaucoup de produits. Donc pas mal d'expériences. Donc ça, on parle des success stories, mais on a aussi toutes celles qui n'ont pas fonctionné. Alors aujourd'hui, encore une fois, on parle de hardware. Hein. On parle pas de digital pur. On parle d'une start-up qui a besoin de faire un produit. Et il y a beaucoup de challenges. Bon, déjà c'est entre la naissance de l'idée et la commercialisation, c'est un métier compliqué, le hardware. On a une cliente anglaise qui me dit toujours hardware has to be hard for a reason. Donc ça c'est vraiment ça quoi. C'est le hardware c'est dur et c'est gratifiant mais c'est dur et ça passe par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup d'étapes différentes. Donc bon, l'étude de faisabilité, viabilité, les spécifications, puis le maquettage époque. Et puis quand on est là et qu'on est un start-upper, on a l'impression qu'on a fait un gros bout du chemin. Et en fait, on se rend compte qu'entre le maquettage et la POC et la commercialisation, il reste énormément d'étapes qui sont la conception d'un produit. Mais quand on dit un produit grand public, souvent, ou un produit industriel, on parle de fiabilité, de certification, tout ce qui est prototypage et validation du produit, qui sont des étapes complexes, là où on va vérifier que le produit tient longtemps dans sa durée, en termes de cyclage, en termes de certification, etc. Et puis toute la phase d'industrialisation avec les outillages, etc. Et puis, en fait, nous, de notre expérience avec les startups, ce dont on se rend compte, c'est que les idées sont souvent très séduisantes. Hein. En plus, nous, on adore ça. On est des passionnés du produit, de l'innovation. Donc on aime beaucoup recevoir des sollicitations de startups qui souvent sont des produits assez novateurs sur leur marché, qui répondent à des vrais usages. Mais on se rend compte que encore aujourd'hui, les startups sont très mal préparées en fait à ce à quoi ils vont vouloir faire face. Et souvent, ils ont des business plans qui sont mal dimensionnés et qui peut entraîner leur perte. Alors, parmi les principaux points, ce qu'on voit, c'est un time to market trop ambitieux, en disant, je mettrai mon produit sur le marché dans 6 mois. En fait, c'est pas 6, c'est 12. Quand on a dimensionné sa levée de fonds pour une mise sur le marché au bout de 6 mois et des rentrées d'argent au bout de 6 mois et qu'en fait ça prend 12 mois, très souvent on en meurt. Une équation insoluble entre le prix de revient, marge de distribution et prix de vente, ça c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup. Voilà, ça va me coûter 20 fabriqués, je vais le revendre 40 et le prix public avec TVA sera 60. Bon, ça marche pas. Hein. On a souvent des ratios entre prix de revient et prix de vente qui sont autour de 4-5. Et ça, souvent, c'est mal dimensionné. Les investissements initiaux mal évalués. Donc, pareil, tout ce qui est outillage, banc de test, certification, etc. Une méconnaissance des étapes liées à l'industrialisation et tout ce que ça nécessite aujourd'hui de faire un produit fiable. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est souvent un dimensionnement de la levée de fonds trop juste ou mal cadencé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément vu. Surtout à l'époque où, parce que, pour revenir vite fait sur le dernier bullet point, et je reviens sur le précédent après, mais aujourd'hui, on a un marché qui est redevenu frileux à l'investissement en hardware. Il y a 4-5 ans, les fonds d'amorçage étaient très excités, c'était pas très compliqué. Enfin, il fallait avoir un vrai produit, une vraie équipe, mais c'était pas très compliqué de lever 1 million, 1,2 million en amorçage, ce qui est énorme. Dans
aujourd'hui, c'est redevenu compliqué. Mais à l'époque où c'était simple de lever, on avait des fonds d'amorçage qui étaient en même temps exigeants sur le fait d'aller vite. Et notamment, quand la startup avait dit ça va être 6 mois, je recrute mon commercial, je recrute mon marketing, etc. Puis en fait, c'est pas 6 mois qu'il me faut, c'est 12. Et puis j'ai cramé tout mon cash et on a vu énormément de startups avoir consommé tout le cash de leur amorçage et se retrouver dans la vallée de la mort entre l'amorçage et la série A, de ne pas avoir réussi à faire sa preuve marché, donc de ne pas avoir grand-chose à raconter pour la série A. Et puis du coup, se retrouver avec beaucoup de startups qui échouaient à cause de ces hypothèses mal dimensionnées au démarrage. Ou à faire des bridges trop dilutifs et à perdre le contrôle de leur startup. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels nous, on a une grosse expérience et sur lesquels on accompagne beaucoup les startups pour avoir une vision vraiment réelle de ce que va être leur Rubicon du hardware. Alors pour reprendre cette timeline de quoi de notre expérience, de quoi elles ont besoin aux différents niveaux, donc quand on est dans l'étude de faisabilité, définition des specs, faire une première POC en mode maker, là on est capable de faire ça avec de la love money, avec 20, 30, 40, 50 000 euros, avec la bourse French Tech, avec ce genre de choses, on est capable de passer cette étape. Mais c'est à cette étape-là il est absolument essentiel de poser les bonnes hypothèses, parce que tout ce qui va arriver derrière, si c'est mal fait, c'est potentiellement un point dur à un moment dans l'histoire de la startup qui fera qu'elle s'en relèvera pas. Donc là, ce dont on a besoin, c'est une expertise technique, c'est un challenge du cahier des charges, et puis surtout des chiffrages précis et réalistes de ce que va coûter la suite. Et ensuite, on rentre dans la phase vraiment de définition production du hardware. Donc il va y avoir tout ce qui est architecture, design, donc la conception produit, prototypage, la validation et l'industrialisation. Et là, on change vraiment d'échelle au niveau des investissements qu'il va falloir mettre. Autant on a pu aller jusqu'à la phase de maquettage et de POC avec quelques dizaines de milliers d'euros, quand on passe dans la phase d'après, on parle tout de suite en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Des produits comme le télescope, qui sont des produits très complexes, on parle d'investissement avant d'avoir fait la première pièce à plus d'1 million d'euros. Bon, bien sûr, tous les produits ne sont pas aussi complexes, mais tout ce qui est quand on va vouloir faire de l'outil dans une start-up, la phase de seeding, la phase d'amorçage, il faut au minimum que ce soit plusieurs centaines de milliers d'euros, 300 000, 400 000, 500 000, avant de pouvoir lancer les produits. Et puis après, quand on parle de production, il y a tout ce qui est approvisionnement de composants, etc., etc. Et là aussi, on parle, en fonction des tailles de marché, on parle aussi de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, il faut en avoir une bonne vision, et c'est important pour vous, maire de village, ou vos équipes, de bien les challenger là-dessus quand vous prenez une start-up comme ça, parce que le hardware, c'est encore une fois, c'est ultra gratifiant quand on y arrive, mais il faut poser les bonnes hypothèses au début. Sinon c'est sûr qu'on va à l'échec. Alors nous, comment on accompagne les startups à ce niveau-là? On a différents programmes. Je vais en parler. Je vais passer très vite sur cette slide parce que je pense que c'est plus simple de rentrer dans le détail de chaque programme. Donc quand on est en phase
vraiment de démarrage, on a 2 programmes qui sont le Sunrise, qui est un startup studio pour hardware. Donc ça, c'est une offre qui est uniquement dédiée aux startups chez nous. Tous les autres programmes, Unlock, Launchpad et Scale-up, sont des programmes qui peuvent aussi bien s'adresser à des startups qu'à des PME, qu'à des grands groupes. Donc Unlock, c'est pareil, c'est défrichage un petit peu des specs techniques, accompagnement. Launchpad, c'est plus en phase prototypage, et Scale-up, c'est vraiment la mise en production du produit. Alors, qu'est-ce que sont ces programmes? Sunrise, encore une fois, c'est un programme qui est uniquement dédié aux startups. Et en fait, pourquoi on a créé ce programme? Quand une startup vient nous voir et qu'elle n'est pas encore financée, on sait très bien que de toute façon, tant qu'elle n'a pas de sous, on ne va pas pouvoir appuyer sur le bouton de la R&D, du prototypage, de la réalisation des outillages, etc., etc. L'idée là, c'est de se dire, ok, nous on croit dans ton projet, on veut que tu ailles faire ta levée avec les bonnes hypothèses. On va te challenger sur plein de points et on va t'accompagner de manière à ce que ton BP soit bien dimensionné et que quand tu vas faire ta levée d'amorçage, on est sûr que au lendemain du jour où tu as les sous sur ton compte, on est capable de t'emmener dans un délai maîtrisé, avec des coûts maîtrisés, vers la mise sur le marché de ton produit. Et donc là, pour ça, on a un coach dédié et indépendant, donc qui est un ancien start-upper qui a fait plusieurs start-up et plusieurs exits, qui a fait 3 exits, et qui connaît très bien ce métier, qui est devenu coach de start-up, qui est coach par exemple chez Cage, ou dans les incubateurs d'école, mais c'est lui qui anime ce programme chez nous. C'est un coût fixe, c'est 9 900 €, et ça dure 12 semaines, et voilà, ça commence par un sprint challenge où on le challenge un petit peu sur les idées, on redéfinit vraiment le MVP, parce que c'est une des difficultés du hardware aujourd'hui, c'est que les technos sont devenus tellement mainstream qu'on se dit, tiens, on pourra rajouter telle fonction, telle fonction, telle fonction, et en fait, on se rend vite compte qu'on complexifie le produit. Alors, on complexifie le produit dans son usage, on complexifie le produit dans sa création, etc. Donc, on s'attache vraiment à redéfinir vraiment c'est quoi le produit, c'est quoi le prix marché, c'est quoi la concurrence, c'est quoi la marge de distri, c'est quoi le prix de revient objectif, et derrière ça, les experts d'Altior interviennent. Donc les project managers, qui peuvent très bien être des project managers qui, à côté de ça, vont gérer un produit Schneider ou Somfy, donc des vraies personnes compétentes qui vont définir combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, etc., etc. Donc ça, c'est assez nouveau, hein. C'est un programme qu'on a lancé à la rentrée là, et après en janvier, et on a déjà 2 startups qui sont rentrées dans ce programme, et l'approche est assez séduisante. Puis après, c'est d'aller voir les fonds d'amorçage ou les business angels avec un tampon d'un expert industriel de ce milieu-là pour valider vraiment que le BP est correct. L'autre programme qu'on peut déclencher au démarrage, c'est Unlock. Donc ça, c'est vraiment une offre un peu en mode consulting qui va permettre de vraiment faire un audit technique, refaire un design to cost. On voit souvent ça, par exemple, on fait souvent ce programme pour des startups quand elles veulent aller faire un crowdfunding, donc un financement participatif, mais elles ne veulent pas se planter ni sur le délai, ni sur le prix qu'elles vont annoncer sur les préventes. Et souvent, on a des POC qui sont
ont le mérite d'exister, qui ont excité un peu le marché, mais qui sont pas du tout construits dans une approche industrielle. Donc là, on va pendant peut-être quelques semaines, on va vraiment reprendre le produit à bras le corps, on va refaire une architecture, un vrai chiffrage, etc. C'est différent de Sunrise dans le sens où Sunrise va plus s'adresser à quelqu'un qui a besoin d'être accompagné de manière globale, y compris sur son process d'approche des financeurs, et de coacher aussi là-dessus. Là, on va plus être sur des startups dont le profil, elles ont déjà leur pitch, les elevator pitch qui existent, elles n'ont pas besoin d'être accompagnées là-dessus, elles savent où elles vont aller lever des fonds, mais par contre, voilà, il y a un sujet de faisabilité à lever, il y a un sujet de design to cost, il y a ce genre de choses, et c'est le type de programme qu'on peut activer. Puis après, on rentre dans les programmes classiques d'Altior, donc encore une fois, qui s'adressent autant à des startups qu'à des PME, qu'à des grands groupes. On a 2 programmes qui sont Launchpad et Scale Up. Launchpad, c'est voilà, on veut aller tester un marché, on veut valider une faisabilité technique, valider une preuve d'intérêt marché, sans industrialiser tout de suite le produit, donc sans lancer les outillages, sans faire la certification, en se limitant sur la fiabilisation. On a ce programme qui permet de... Alors on ne fait pas un proto, hein, on fait vraiment une mini-série en mode réflexion industrielle, quelque chose qui est quand même assez robuste, où on va pouvoir aller tester le marché, on va aller tester le client ou l'utilisateur ou ceux à qui on montre le produit ne savent même pas que en fait, le produit n'a pas été industrialisé parce qu'en look and feel, il est tout à fait de la même facture. Mais voilà, on est sur des délais maîtrisés et sur des coûts maîtrisés. Quand on dit 4 à 6 mois, peut-être 50 000 à 80 000 euros, et on est capable d'avoir quelques produits, 3, 4 produits, 10 produits, qui permettent d'aller tester un marché. On peut même aller jusqu'à une centaine de produits là-dessus. Et puis derrière, c'est Scale Up. Donc là, on est vraiment sur la grosse machine, hein, industrialisation, avec tout ce qui est fiabilisation, certification, des process industriels à l'état de l'art. Enfin bon, ça c'est vraiment notre savoir-faire principal, hein, qu'on maîtrise depuis plus de 30 ans, et qu'on met en application. Les usines qui fabriquent les produits sont des usines qui sont certifiées par des gens comme Somfy, Valeo ou Schneider, donc ce sont des usines vraiment qui permettent de gérer les produits, mais surtout avec une vraie culture produit. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous, c'est qu'on n'aborde jamais le sujet de l'objet connecté ou non, l'objet électronique non connecté ou l'objet connecté. Trop souvent, on le voit dans l'industrie et les sous-traitants auxquels on peut s'adresser. On a trop souvent l'impression qu'on fait un focus fort sur la carte électronique et que tout ce qui va autour, c'est du détail et on s'en occupera après. On va tendance à avoir à s'adresser à des EMS qui sont spécialisés dans le câblage des cartes électroniques. Mais en fait, c'est une vraie erreur. En fait, chez nous, la carte électronique, en termes de conception, c'est un vrai point de focus particulier. Mais après, en termes de production, c'est là où ça devient, c'est l'inverse du paradigme. Pour nous, c'est un détail. Câbler une carte électronique aujourd'hui, c'est fait par des machines complètement robotisées. Il suffit très compliqué, c'est faire un produit au bon prix avec une belle coque plastique, une finition, du silicone, du bois, du verre, un beau packaging, etc. Et en plus, on a l'avantage chez nous d'avoir une démarche forte qui s'appelle Design for Tomorrow, où on a plein de choses à proposer au niveau des startups pour maîtriser leur empreinte environnementale. Donc
déjà, on a des logiciels en interne qui permettent de faire les ACV, les analyses de cycle de vie. Donc d'avoir une vision très claire sur qu'est-ce qui coûte du carbone dans la production du produit, qu'est-ce qui n'en coûte pas, et comment on fait pour améliorer mon empreinte environnementale. Par exemple, on utilise beaucoup de matières premières recyclées dans le plastique, tout ce qui est packaging, en carton recyclé, ça c'est quelque chose qui devient assez classique, mais on va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est sans colle, avec des encres végétales, etc. Donc des choses, pas mal de choses à proposer là-dessus. Et là, quand on est en scale-up, donc on a décidé d'industrialiser réellement un produit, on va en faire 1000, 2000, 5000, avec des niveaux de qualité tels que l'exige le marché. Là, voilà, on n'est plus sur 4 à 6 mois, on est sur 10 à 12 mois, et les budgets, là, c'est tout de suite plus 200 000, parfois quand c'est plus compliqué, 300, 400, et puis comme je vous disais, le télescope où on sort, par exemple, pour la société Expressivi, un clavier de musique complètement révolutionnaire qui disrupte aussi le marché du synthétiseur. Bon, bah, c'est pareil, on s'approche, on est entre 500 000 et 1 million sur la table avant de pouvoir produire le produit. Voilà, donc un peu les programmes. Notre métier, voilà, c'est fournir des solutions à toute entreprise, la réflexion stratégique à la conception et à la fabrication de produits électroniques souvent connectés. Quelques métriques, on existe depuis 30 ans, on a fait 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une organisation énormément en remote en Europe, avec un site à Shanghai. Voilà, on fait partie, on a mis nos 3 coques, hein, donc le coq de la French Tech, le coq bleu de la French Fab, et maintenant le coq vert par rapport à toutes nos démarches environnementales. Donc partenaire effectivement du village SCA par notre partenariat avec le Labo Orléans.